Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est 2 diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés? Ça observe les oiseaux. Je vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. L'anthropologue, ben, ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. Tu sais comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre-Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Oui, bienvenue tout le monde. Laurence, ça faisait trop longtemps. Comment tu vas, mon ami? Ça va vraiment bien. On a eu des petits soucis techniques avant de commencer qui m'ont fait battre le cœur pas mal. On a eu chaud. Mais tout est sous contrôle. Tout va bien, tout va mieux. Hey, moi, je suis assez énervée, là. Premièrement, parce qu'on a réglé tous les problèmes. En fait, tu as réglé tous les problèmes techniques. Merci, full. Mais il s'est passé de quoi d'incroyable, OK? Il y a une couple de semaines, je vais prendre un verre dans un bar du Vieux-Québec avec des collègues. Puis là, out of nowhere, il y a une fille qui vient me voir puis elle me demande « Est-ce que c'est toi, Vicky, du balado Entre-Potes? » What? Et j'ai tellement été prise de court là, que la seule affaire que j'ai répondu... Est-ce que vous êtes prête pour un reenactment de ma réponse? Oui, let's go. Oh my God, je suis une vedette! Ah oui, rien de moins. En accrochant la table, et ça devant mes collègues, ma patronne, tout le kit. Encore mieux. C'était, écoute, pas gênant pantoute. Fait que j'aimerais faire un shout-out à Clarisse qui m'a reconnue et qui m'a fait sentir comme une célébrité. D'ailleurs, elle m'a expliqué que notre balado, ben, ça a confirmé son choix d'étudier en anthropologie. Donc, Clarisse, je te souhaite la bienvenue dans le Club des anthropologues, puis beaucoup de succès dans tes études. Merci full de nous écouter, puis grâce à toi, ben ma tête, elle passe plus d'un code de porte. Fait que merci full. Wow, hey, merci, Clarisse. Mais là, aujourd'hui, je suis aussi bien énervée parce qu'on a le bonheur de recevoir une anthropologue qui travaille sur plein d'enjeux touchant directement les femmes plus. Les potes, on accueille Anne-Marie Rouilly. Hey, merci! Comment ça va? Ça va super bien. Je suis un peu stressée d'être avec vous, mais super fière en même temps, puis heureuse. Nous, là, on est comme tellement énervés de t'avoir parce que tu vas nous parler de plein d'affaires vraiment intéressantes. Fait que je vais prendre le temps de te présenter là, pour nos auditeuristes qui ne te connaissent pas. Ça part! Tu as fait ton bac en travail social. Vrai. Ta maîtrise et ton doctorat en anthropologie, puis un post-doctorat en travail social / criminologie. En tant que passionné du bien-être des femmes et des filles, tu as exploré l'anthropologie de la santé sous différents angles. Notamment, ta thèse de doctorat s'intéressait aux pratiques alimentaires des tout-petits de 0-2 ans dans le Québec contemporain. Tes études postdoctorales, quant à elles, portaient sur les communautés locales dans lesquelles les tout-petits de 0-5 ans grandissent et les effets de ces environnements sur leur développement global. Tu t'es aussi intéressé à l'éthique du care, la santé reproductive et les violences obstétricales et gynécologiques, ainsi que sur la question là, du sommeil sur une surface partagée, là, ce qu'on appelle généralement le cododo. Un dossier, d'ailleurs, qui se rattache à ta spécialisation en périnatalité et petite enfance. Tu es aussi chargé de cours au bac en intervention sportive et selon les sessions, professeur d'anthropologie au Cégep Garneau. En plus d'être une accompagnante de naissance ou une doula. C'est vraiment ma vie. Est-ce que oui. Écoute, là, je te dresse un portrait là, de ta fini, carrière. Là. Et c'est pas fini parce que en plus de tout ça, tu es maman et aussi professionnelle de recherche au lab Profem où tu travailles sur l'inclusion des filles et des femmes en sport et plein air, de même que les personnes issues de la diversité sexuelle ou diversité de genre. Moi, ça me fait
capoter, pour vrai. À toutes les fois qu'on fait la description de nos invités, c'est phénoménal, c'est impressionnant. Vous êtes des machines. Wow. Ouais, moi, je m'entraîne au gym juste pour avoir un meilleur cardio pour pouvoir faire ces présentations-là. Tout lire ça. Tout lire ça Puis, d'une traite. On essaye de faire ça synthétique. On essaye, mais comme... Ouais, Il y a c'est plein pas d'autres petites On peut affaires pas qui traînent couper sur les plus, côtés. c'est Mais... ça. C'est ça, exact. Oui. Fait que gros parcours professionnel avec plein de sujets qui nous intéressent personnellement, Laurence et nous. Là, Oui. Donc, merci d'être avec nous. C'est mon plaisir, vraiment. Donc, sans plus tarder, je vais te poser notre première question qui est, c'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a jamais dit sur les anthropologues? Oh, wow! Hey, c'est une excellente question. Je dirais que mes étudiants, en général, vont avoir tendance à croire que je suis Bones ou Indiana Jones. Ça, c'est le grand classique. Que ce soit les étudiantes au cégep ou ceux au baccalauréat, que ce soit en intervention sportive ou autre. Mais ils pensent généralement que je fais plutôt de l'archéologie ou que je fais des études sur des cadavres là, pour comprendre comment ils sont morts. Fait que ça me fait toujours sourire. C'est des voies que j'aurais aimé prendre aussi. Je suis curieuse de nature, mais voilà, ce n'est pas ce que je fais dans la vie, effectivement. Là, moi, j'avais lu quelque chose dans ton formulaire pré-entrevue qui m'avait fait sourire. Je pense que toi-même, quand tu étais jeune, tu avais une belle vision aussi de l'anthropologie. Peux-tu nous en parler? Absolument. Mon papa, Marc, que je salue, avait en quelque sorte une vision pour moi, il faut croire. Là, pour lui, il me voyait comme anthropologue, puis je devais avoir, j'étais toute petite, là, je sais pas, 6-8 ans, quelque chose comme ça, puis il m'a dit, il me semble que tu ferais une bonne anthropologue, Anne-Marie. Puis je lui ai dit, arc, papa, ça a tellement l'air plate, ce métier-là. Anthropologue, genre l'étude des entrepôts. Je comprends pas ce que tu veux que je fasse dans ce domaine-là. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Puis finalement, plus tard, j'ai compris ce que c'était réellement. Puis à quel point on peut avoir du fun comme anthropologue puis être polyvalente. Là. Oh, ouais. Mais moi, je trouve ça incroyable que... parce que, tu sais, mettons, moi, il a fallu que j'explique à mes parents c'était quoi l'anthropologie, tu sais. Fait que je trouve ça quand même cool de voir que dans ton cas, ben c'est ton père, en fait, qui t'a dit « Ah, ça serait peut-être une avenue pour toi, là. » C'est cool. J'ai la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit qui ont eux-mêmes habité longtemps dans le nord du Québec, qui travaillaient avec les Inuits, qui étaient vraiment des gens qui étaient intéressés par les autres cultures puis par le voyage et tout. Donc, moi, j'ai cette chance-là d'avoir baigné là-dedans quand même. Là. Ouais. Très cool. Fait que là, la petite Anne-Marie pensait que l'anthropologie, c'était la science des entrepôts. Oui. L'Anne-Marie d'aujourd'hui, comment elle résumerait très succinctement l'anthropologie à une personne qui n'est pas nécessairement familière avec la discipline? Mon Dieu. À chaque fois, j'ai toujours cette... C'est important pour moi de mentionner qu'on n'a pas besoin d'être des grands voyageurs, des grandes voyageuses pour être des anthropologues. Moi, je l'ai fait par plaisir, mais c'est pas comme ça que je gagne ma vie. Je fais de l'anthropologie, c'est l'étude de l'humain dans toute sa diversité, sa complexité, d'hier à aujourd'hui. Dans mon cas, c'est surtout aujourd'hui. Puis c'est dans mon Québec contemporain, mais ça peut être partout dans le monde aussi. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude de l'humain sous toutes ses facettes d'hier à aujourd'hui. Dans sa plus simple expression, ce serait ça pour moi, l'anthropologie. Là. J'aime ça. Oui, ben écoute, je pense que c'est celle qui a mis le doigt sur justement l'anthropologie du proche. Là, toi, tu travailles dans le Québec contemporain. Oui. Et justement, là, on aimerait ça que tu nous parles de ta première expérience de terrain là, quand tu travaillais sur les pratiques alimentaires là, des tout petits 0-2 ans. Bien, vous savez quoi? J'ai eu une autre expérience avant ça, à la maîtrise. Scoop! Oui, mais c'est pas tant un scoop que ça. Mais à la maîtrise, je me suis intéressée à l'expérience d'accouchement de femmes québécoises et donc qui avaient choisi de vivre leur grossesse et leur accouchement avec une sage-femme. Donc, je me suis vraiment intéressée au vécu du corps, au vécu de la douleur, au vécu de la prise de risque aussi quand on choisit d'accoucher à la maison ou en maison de naissance, à une époque, avec des guillemets que vous ne voyez pas, où c'était moins connu qu'aujourd'hui, la pratique sage-femme. Et donc, mes premières armes, c'était vraiment auprès de femmes qui accouchaient, de femmes qui venaient d'accoucher, qui avaient des petits bébés naissants
Et puis, c'était vraiment une expérience hyper sensible, touchante, empreinte d'émotion. On m'ouvrait la porte grande dans une période qui est super poreuse de la vie des familles, finalement. Là. On vient d'accueillir notre petit nouveau-né, puis on accepte qu'une anthropologue vienne nous parler de comment ça s'est passé, de comment on s'est senti comme famille ou comme femme qui accouche. Donc, ça, c'était vraiment ma première expérience avec le terrain de recherche, là. Moi, je suis curieuse parce que, bon, on sait que tu es maman. Oui. Je me demandais, est-ce que le choix de ce sujet-là est arrivé avant ou après tes grossesses? C'est une excellente question. Moi, en fait, avant de mettre le pied dans le travail social, dans l'anthropologie, tout ça, j'aurais voulu être sage-femme. Et puis, j'avais pas fait mes maths là, quand j'étais au cégep et tout ça. J'étais pas une fille de chiffres, pas pantoute. Je le suis toujours pas, d'ailleurs. Là, on va être honnête, le qualitatif, c'est ma vie. Et donc, plutôt que d'aller vers la pratique sage-femme, j'ai voulu m'intéresser au vécu de la naissance, puis la lunette anthropologique me permettait ça. Et puis, j'avais aussi eu des beaux contacts avec l'intervention en périnatalité via le travail social. Fait que tout ça, c'est comme imbriqué, finalement. Mais effectivement, le fait d'être maman a certainement nourri cet intérêt-là. Puis ça m'a permis de voir que c'était pas juste un sujet quétaine, si vous me permettez, mais qu'il y a vraiment une profondeur puis une quête d'information puis de données probantes qui est vraiment pertinente, là, finalement. Mais oui, puis d'ailleurs, tu as accouché de ton deuxième bébé 3 jours à peine après le dépôt de ton mémoire de maîtrise. Exact. Fait que t'étais dedans, là, tu sais, t'avais les deux pieds dans Je pouvais pas être plus dedans, là. C'est ça, là, tu sais. Est-ce que tu penses que ça a été facilitant dans ton contact avec les gens que tu as reçus en entrevue, là, justement, que tu avais cette expérience J'en suis convaincue. Je pense qu'on peut être quand même une bonne anthropologue sans avoir vécu ce qu'on parle avec la personne ou comme une intervenante peut être excellente dans un domaine qu'elle n'a pas vécu intimement. Cependant, c'est clair pour moi que ça m'a donné une proximité avec les personnes. Ça me permettait aussi de mieux saisir le terrain de recherche. Moi, j'avais un terrain de recherche, puis c'est la même chose au doctorat, qui était plus diffus. Hein? C'est pas un lieu fixe, c'est des zones où les gens se rassemblent, des lieux qui étaient symboliques, des cafés familiaux, des gyms d'entraînement pour nouvelles mamans. C'est toutes sortes d'endroits où les familles se réunissaient, où je pouvais aller les rejoindre. Et donc, en étant maman moi-même, ça m'avait donné un peu plus là, la compréhension de cet écosystème-là, finalement. Et puis, ça permettait aussi d'ouvrir la porte à des confidences plus intimes de la part des personnes que je rencontrais. Là, je ne sais pas si vous avez accouché ou pas dans la vie, mais mettons, là, c'est plus rare qu'on va parler de nos déchirures au périnée avec une femme qui n'a jamais accouché. On ne veut pas nécessairement y faire peur. Mais quand tu sais que l'autre personne, ton interlocutrice, ou la personne qui est en face de toi a déjà passé par là, bien, c'est plus facile d'ouvrir la confidence, de parler de choses qui sont plus... c'est ça, qui peuvent faire peur un petit peu, mais là, tu sais que l'autre est déjà dans le club, là, en quelque sorte. Là. C'est ça, ça fait comme partie de sa vie, sa normalité, entre guillemets. Là. Ouais. Ah ouais, puis là, moi, je suis curieuse, ton cours pour être doula, est-ce que tu l'as fait par après de ça? Ou... Non, ça, j'ai fait le cours pour être doula pendant... en 2011, ça fait comme 200 ans. Là. Quand mon fils était bébé, il y avait quelques mois, je l'avais amené avec mon fils étant mon premier enfant. Là, il venait avec moi au cours, puis j'ai fait cette formation-là. Puis encore jusqu'à ce jour, je fais encore des accompagnements. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais peut-être 1 ou 2 par année. J'arrive à les placer. C'est souvent des gens importants pour moi qui me contactent puis qui me demandent un accompagnement pour la naissance ou pour la fratrie. Des fois, j'accompagne le grand frère, la grande sœur pour des accouchements à domicile. Fait que je le fais encore, mais c'est rendu exceptionnel. Il fut un temps où je le faisais un peu plus, mais là, ça finit par être dur de concilier toute ma feuille de route. Là. Là, juste pour ceux et celles là, qui savent peut-être pas c'est quoi la nuance entre une sage-femme, une accompagnante de naissance. Oui. L'accompagnante, c'est pas celle qui va délivrer le bébé, ou en tout cas, c'est peut-être un anglicisme que je viens de faire, là, mais qui va accoucher le bébé. C'est plutôt celle qui va venir accompagner le couple ou la famille là, dans l'expérience. Mais tu peux peut-être y aller. Là, je dois absolument faire un gros bémol à ce que tu viens de dire. Il n'y a personne d'autre que la personne qui accouche
accouche, qui Oui, accouche. oui. Pas de médecin, pas de sage-femme qui accouche quelqu'un d'autre. Ça, c'est super important pour moi. Mais effectivement, l'accompagnante à la naissance, elle offre un support qui est plus émotionnel, qui est plus... par exemple, de permettre à la partenaire ou au partenaire de se sentir utile, d'apprendre des massages, de trouver des bonnes techniques pour calmer le bébé ou pour faciliter l'allaitement après la naissance. C'est vraiment comme une bonne amie, mais qui est formée pour te soutenir. Alors que la sage-femme, elle va à l'université, elle fait un baccalauréat de 4 ans qui est hyper spécialisé, elle est formée en urgence néonatale. Et ce sont des hyper spécialistes de la grossesse, de l'accouchement, du postnatal normal, entre guillemets. Donc, quand tout va bien, ce sont les parfaites spécialistes pour ce faire. Mais elles peuvent poser des actes plus des actes médicaux disons, ouais. que l'accompagnante à la naissance, la doula, ne pose pas. Puis je me demandais, sur le terrain, bon, t'allais dans des cafés plus... comment t'as appelé ça? Des cafés familiaux. Familiaux, oui. Oui. Des gyms où les mamans allaient, puis tout ça. Je me demandais, dans tes interactions avec ces personnes-là, est-ce que c'était facile pour toi de comme jongler avec tes différents chapeaux? Tu sais, ton chapeau de chercheuse, ton chapeau de, à quelque part, une personne qui étudie en travail social, une maman. Ben, je dirais que quand j'allais dans ces lieux publics-là, c'était surtout une prise de contact que je faisais avec les gens pour leur parler un petit peu du projet que j'avais à ce moment-là, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, mais c'est surtout une fois que j'étais à domicile, là, finalement, chez les gens, qu'on parlait plus en profondeur, puis que là, le lien se nouait plus là, de manière à nourrir la recherche, finalement. Mais dans les lieux publics, un petit peu moins. C'est ça. Je dirais ça comme ça. Fait que tu faisais les entrevues, les entretiens semi-dirigés vraiment à la maison des personnes. Est-ce que tu donnais le choix aux personnes ou c'est toi qui leur proposais? Comment que... C'est une bonne question. J'ouvrais toujours la porte. Il y a des gens qui ne souhaitaient pas que j'entre dans leur domicile. C'est correct, je respecte ça. J'ai fait des entretiens dans des parcs, j'ai fait des entretiens dans des cafés, justement, au travail de certaines personnes. Mais quand les gens acceptaient de m'ouvrir la porte de leur foyer, pour moi, c'était beaucoup plus riche parce que je pouvais voir comment la maison était organisée, de quoi la cuisine avait l'air, la chaise haute, l'espace où l'enfant était nourri. Je pouvais même, à la limite, voir dans les armoires, puis mieux comprendre comment cette famille-là se nourrissait. Puis j'ai rencontré des familles qui avaient des pratiques très alternatives, donc de pouvoir m'immerger dans ces milieux-là. C'est pas la même game de se rendre dans une yourte puis de voir des gens qui vont vraiment produire leur nourriture, puis avoir des animaux, puis le maraîchage, etc., versus des gens qui vont être plus dans un mode Costco, épicerie, IGA, bouffe préemballée. J'ai vu de tout, là. J'ai vraiment vu de tout, là. Ah, mais c'est intéressant. C'est ça, c'est des informations auxquelles tu n'aurais pas eu nécessairement accès, là, juste avec... l'entretien. Exact. Oui, puis j'imagine qu'en étant dans un domicile, c'est comme plus confortable et facile des fois d'aborder des thématiques que tu as peut-être moins envie de parler si tu es dans un café un peu plus achalandé ou dans un lieu public, tu sais. Absolument. Puis il reste que dans tous les cas de figure, les gens avaient des bébés très jeunes. Donc pour moi, c'était... incontournable que leur enfant pouvait être présent. Fait que si tu es chez toi, tu as tout ton matériel, tu peux allaiter en paix sans être gêné d'avoir le sein à l'air. Face à moi, ça les dérangeait en général pas vraiment. Fait que c'était comme beaucoup plus simple là, comme ça. Ben oui, c'est clair. Puis tantôt, tu m'as mentionné que toi, tes enfants, comme tu les as eus pendant ton parcours académique, ben ils t'ont beaucoup accompagné dans tes cours, dans ton terrain aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de maman aux études? Oui. J'ai eu mon garçon, Damien. J'étais en dernière année de baccalauréat, transition vers la maîtrise dans cette zone-là. Donc, j'étais très jeune, très naïve, mais tout de suite, c'était clair pour moi que j'allais amener mon bébé avec moi dans le porte-bébé puis que j'allais tenter comme une maternité assez proximale, même si j'étais encore aux études. Et puis, son papa et moi, on se passait la balle. Là. Au final, le petit se promenait dans les cours d'un département puis de l'autre. Puis, il nous a suivis partout pendant ses premières années de vie. Jusqu'à temps qu'il ait la chance d'intégrer le CPE sur le campus qui s'appelle Centre Jour. Des femmes formidables qui ont pris soin de mon garçon. C'est un milieu fantastique, multiculturel, dynamique.
Mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est tous des enfants, d'étudiants, étudiantes, de profs, de gens qui travaillent sur le campus. Il y a une diversité fantastique. Là. Je pense à sa première éducatrice qui était une femme qui venait d'Inde. Puis elle parlait aux enfants en anglais, elle leur parlait en hindi, elle leur parlait... C'était vraiment là, quelque chose de très, très hot. Puis ma directrice de maîtrise, en l'occurrence, avait toujours la porte ouverte si mon fils devait être présent. C'était jamais un enjeu. Bref, j'avais un bon contexte quand même pour ça. Et puis, c'est pendant la maîtrise que je suis tombée enceinte de ma fille. Et puis, elle, c'est ça, elle est née à la toute fin. Je lui parlais, là, je lui ai dit de rester dans mon ventre jusqu'à temps que j'ai déposé le Moses de mémoire. C'est ça, hein? Puis elle a attendu 3 jours après. Fait que c'était comme une grosse semaine quand même. Là. C'était comme la semaine des accouchements. C'est ça, haut en émotion. Ouais, c'est ça. Mais puis, donc, le doctorat, il s'est fait avec 2 enfants qui étaient assez jeunes, qui étaient au CPE ensemble, puis que j'allais porter. Fait que moi, je faisais du 9 à 5, finalement, comme un emploi, parce que je me calquais sur l'horaire de la garderie. Puis, je pense que c'est ce qui m'a donné aussi une régularité dans mon travail de doctorante, finalement. Puis, une certaine... J'avais pas le choix, hein, quand tu as la porte ouverte pour faire du travail, tu as une plage horaire qui est là. Il faut que tu apprennes parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Le soir, tu es rendu ailleurs, la fin de semaine, tu touches pas à ton doctorat, donc c'est là. Puis, il y avait aussi une petite communauté à cette époque-là d'étudiants et étudiantes qui avaient des jeunes enfants. Fait qu'on se supportait là-dedans. Je salue Andréane et Samuel, entre autres. Fait que non, c'était vraiment... Ça a été dur par bout, mais en même temps hyper nourrissant, là. Ça, c'est certain. Mais j'imagine que aussi... tu sais, quand ton enfant va dans un CPE, ben c'est aussi un lieu de socialisation dans la mesure où des fois, ben tu t'apprends à connaître d'autres familles parce que les enfants sont proches puis ils jouent ensemble et tout ça. Fait que j'imagine que de pouvoir fréquenter le CPE sur le campus, ben ça t'a permis aussi d'être en contact avec des gens qui vivent la même réalité, là, parce que c'est quand même très différent que des parents qui travaillent, là. Les études, c'est un autre contexte complètement. Puis différent des étudiants et étudiantes sans enfants aussi. Oui. Mais on dirait que j'avais pas pensé que ça pouvait, en fait, t'obliger à avoir un horaire, tu sais, plus à quelque part. Bien, à la limite, j'ai envie de dire plus... Là, je mets des gros guillemets parce que j'ai pas d'enfants, mais plus sain, là. Parce que des fois, avec les études, c'est difficile de mettre son stop, là. C'est difficile de faire comme, ben non, moi, la fin de semaine... travaille pas, puis c'est facile de tomber dans une espèce de boucle infernale de travailler jusqu'à 4 heures du matin, puis de se relever à 8 heures pour retravailler, tandis que là, tu sais, c'est sûr que ton horaire était 100% chargé, mais de faire comme, non, moi, je me garde du temps pour mes enfants, pour ma famille. Je pense que ça doit être dur à faire, en tout cas, mais... Il y avait quand même des overlaps, là. On s'entend que, tu sais, j'ai souvenir de périodes où j'étais... je faisais de la correction, là, pour des cours quand j'étais jeune doctorante, puis j'avais des piles de copies à corriger pour une date précise, puis la petite voulait pas dormir. Finalement, j'avais fait un lit en dessous de la table, puis là, elle tenait mon pied en dessous de la table, puis elle me flattait, puis moi, je corrigeais mes copies frénétiquement. Sachez, étudiants et étudiantes, que j'étais quand même très professionnelle, mais tu sais, c'était pas toujours évident comme contexte, puis il faut avoir de l'aide autour de soi. Là. Ah, c'est clair, clair, le support doit être important. En même temps, on l'a fait. Ça se fait par du monde, puis mais il faut s'entourer aussi. Puis moi, l'aide, je l'ai entre autres trouvée avec l'organisme Taisez-vous. J'allais faire des retraites de rédaction pour m'éloigner, puis être vraiment à 100% dans mon travail. Oui. J'ai rencontré des femmes formidables là-bas. On s'est créé un réseau de femmes qui étaient au doctorat. Puis on se soutient encore. Il y en a une qui va soutenir sa thèse début décembre. Fait que, je veux dire, on a vraiment créé un petit réseau vraiment, vraiment important pour nous, qui nous a amenés jusqu'au fil d'arrivée là, pour le doctorat. Ben oui, c'est clair, hein? C'est pas pour rien qu'on dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Yes. Exactement. Fait que là, je fais un gros fast-forward. Là. Yep. Donc, tu as fait ta maîtrise. Ensuite, tu as fait ton doctorat. Oui. Tu as fait ton postdoc. Mm-hmm. Puis là, tu es rendu
professionnelle de recherche au laboratoire de recherche pour la progression des femmes et plus dans les sports au Québec, donc le lab Profem. Profam, oui. Profam, Ouais. OK, d'accord. Moi aussi, j'ai dit Profem tantôt. C'est pas je grave, m'excuse. c'est une erreur commune. Oui, hein? Moi, les lettres, là, c'est pas facile. On l'appelle communément le lab. Ah, Le lab. j'aime Parfait. À partir de maintenant, gang, c'est le lab. Voilà. Ben, je me demandais, qu'est-ce que ça fait, une professionnelle de recherche au lab? Wow, ça, c'est une bonne question. D'abord, le lab, c'est un peu un milieu de vie. On est une belle gang qui proviennent de disciplines très différentes et on travaille sur cette question-là de l'inclusion des filles et des femmes en plein air et en sport, donc les deux. On a vraiment tout un beau pan de notre recherche aussi qui touche aux personnes de la diversité sexuelle, pluralité des genres. Les défis que ces personnes rencontrent en sport et en plein air sont souvent similaires à ceux que les filles et les femmes rencontrent. Donc, on a ce volet-là aussi. Et on mène toutes sortes de recherches d'un point de vue qualitatif et quantitatif sur cette question-là. Et donc, moi, je fais ce que j'aime le plus. Je fais des entretiens avec des gens qui sont hyper généreux de me partager leur parcours. On produit des rapports de recherche, des infographies. On supervise des étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Bien, on les supervise. On les accompagne du mieux qu'on peut dans leur parcours. Et on est chapeauté par une chercheure incroyable qui s'appelle Guylaine Demers. C'est vraiment la star de l'équité des genres en sport. Donc, elle supervise ce beau laboratoire, elle dirige ce beau laboratoire. Et voilà, en bref, c'est un peu ça. Donc, des entretiens, on produit toutes sortes de questionnaires aussi sur des sujets aussi variés que l'inclusion des garçons dans la ringuette, qui est un sport plutôt féminin. Okay, oui. Tant que c'est quoi le parcours d'un coach ou d'un arbitre qui fait partie de la grande communauté LGBTQ+. Est-ce qu'on rencontre des défis spécifiques? Est-ce qu'on rencontre des belles pratiques qui font qu'on s'est senti bien dans notre parcours? Donc, ça peut aller dans toutes sortes de directions. C'est quoi être une jeune fille qui vit sa puberté puis qui pratique un sport, par exemple? Parce qu'on sait que c'est un moment où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui vont abandonner absolument. le sport. Oui. Exactement. Donc, on essaie justement de trouver des leviers d'action pour que les filles et les femmes aient le goût d'être en sport et qu'elles y restent aussi, qu'elles trouvent le sport qui leur convient. C'est pas donné à tout le monde de trouver sa pratique, là, celle qui nous anime. Puis, ce qui est cool aussi au Lab, c'est qu'on s'intéresse, oui, aux personnes d'exception là, qui vont aux Olympiques puis qui font des sports de très haut niveau. C'est des gens, c'est hallucinant là, ce qu'ils peuvent réussir à faire. Les équipes là, Rouge et Or et compagnie qui sont vraiment impressionnantes, mais aussi aux personnes qui font du sport récréatif. OK. Pour le plaisir, pour se sentir en forme, pour se dépasser, pour créer de la complicité avec d'autres personnes. Donc, ça, c'est bien chouette. Ah, c'est intéressant, ça, parce que c'est ça, d'habitude, les athlètes sont quand même très sollicités pour ce genre de recherche-là. Mais crime, j'aimerais ça, moi, me faire interpeller dans le gym. Regarde, on est deux athlètes très, très récréatifs. Très, très récréatifs. C'est super. Il n'y a pas de mauvaises pratiques. Puis, au Lab, on est super inclusif, je dirais, et inclusive. On s'apprend aussi des sports. On s'initie parce qu'on n'est pas toutes au même niveau de compétences. Moi, cet automne, on m'a initiée au lancer du ballon de football qui me faisait vraiment peur, mais j'ai réussi grâce à mes collègues. Puis moi, j'en ai initié d'autres à l'escalade, qui est ma pratique sportive à moi. Fait que on fait circuler les savoirs. Oui, c'est vraiment cool. C'est très cool. Puis, dans le fond, toi, tu es arrivée comme professionnelle de recherche au Lab via ta spécialisation en anthropologie de la santé. Comment ça s'est articulé? Parce que ça s'éloigne un petit peu plus de la périnatalité, disons, là. Oui, tout à fait. Ça s'en éloigne, effectivement. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec Guylaine Demers à la chaire Claire Bonenfant, qui est une chaire à l'Université Laval en études féministes. Elle était la directrice il y a un certain temps. Donc, moi, j'ai travaillé avec elle. Puis, quand j'ai vu passer un poste de professionnel de recherche auprès de Guylaine, même si c'était un peu moins mes sujets, je l'ai approchée, puis on s'est dit qu'une anthropologue, on est curieuse de nature, on a un désir d'apprendre, donc je me suis lancée, puis mes collègues m'ont soutenue.
Donc, oui, j'avais tout le pan santé des femmes qui était déjà bien développé pour moi, santé reproductive aussi. Là, quand on a des beaux projets qui touchent la puberté ou le sport en période postnatale, il y a plein d'affaires. Là. Les liens sont nombreux, mais le fil conducteur, c'est vraiment la santé. Fait que comme anthropologue de la santé, ben finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'ouvrages, plein d'auteurs que j'aimais, qui finalement me sont encore utiles aujourd'hui. Les perspectives féministes sont essentielles dans le travail qu'on fait en genre et sport aussi. Donc, les connexions étaient beaucoup plus nombreuses qu'à la base, j'avais un petit peu peur, mais on m'a super bien inclus. Puis, non, c'est voilà. ça. Il y a définitivement des liens à faire, là, justement, avec la santé de la femme et tout ça, mais ça s'éloigne un petit peu. Oui. Mais c'est quand même très cohérent. Là. J'ai pas de misère Et les à parcours sont parfois sinueux. Oui. 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 Oh que oui! Voilà. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'il n'y a aucun parcours qui n'a pas été sinueux de nos invités jusqu'à présent. Là. Je pense C'est que sûr. c'est comme les anthropologues, on est sinueux, sinueuses. Un petit brin, oui. Ça, c'est On une aime nouvelle errer. caractéristique. C'est ça, on aime errer. Moi, j'ai une petite dernière question. Tu es chargée de cours au baccalauréat en intervention sportive. De quel cours? Ah oui. En fait, cet automne, j'enseigne le cours équité en intervention sportive. Donc, ça fait beaucoup de sens. Oui. Ça, c'est un beau défi professionnel pour moi d'arriver devant cette cohorte de jeunes-là qui sont, pour la plupart, des garçons et puis qui sont des jeunes sportifs, des coachs de différents sports. Pour la plupart des sports masculins traditionnels, là, hockey, soccer, football, etc. C'est quand même impressionnant pour moi, mais j'avais la belle tâche de leur parler de théorie féministe intersectionnelle, d'équité, des masculinités, de parasport, donc le sport pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, sport auprès des personnes LGBTQ+, de plein les premiers peuples aussi et le sport. Oui. J'avais la joie d'aller chercher plein de conférencières vraiment cool qui sont venus prendre parole, puis on a pu rebondir là-dessus. Donc, franchement, une super de belle expérience, mais c'était ma première fois avec cette cohorte-là d'étudiants et étudiantes en intervention sportive. Un autre style d'étudiants-étudiantes que que j'avais l'habitude en anthropologie, en travail social ou même au Cégep Garneau avec mes jeunes en sciences humaines. Mais ça montre une fois de plus que l'anthropologie peut être très, très, très utile pour des gens dans plein d'autres disciplines. Vraiment. C'est sûr. Puis ça, cette charge de cours-là, tu l'as eu par ton expertise là, avec le lab, dans le fond. Exactement. C'est un beau remplacement de maternité. La chargée de cours habituelle est à la maison avec ses petits bébés. Puis moi, j'ai eu cette occasion-là. Mais autrement, c'est ça, je suis normalement enseignante au Cégep Garneau en anthropologie. Okay. Et puis, d'ailleurs, vos affiches du balado sont partout dans le corridor. Nice. Les profs utilisent vos balados Pour en vrai? parlent. Oui, bien sûr. Mon Dieu, c'est donc bien le fun de savoir on ça. salue Flore ici, là, que je pense. Oui, qui est passée nous voir, effectivement. Oui. Mais non, c'est toujours un peu étonnant, mais valorisant de savoir que notre balado est utile pour les profs, mais pour d'autres personnes. Là, d'ailleurs, j'ai fait le shout-out à Clarisse qui est venue me parler au pub, mais mon chum aussi, il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec lui après son passage à Anthropote. Je vais faire un shout-out aussi à un conseiller en orientation, Samuel Legarreux, qui réfère souvent notre balado, il paraît, qui va fouiller sur nos profils LinkedIn, d'ailleurs, pour avoir des informations par rapport à ça. Mais je trouve ça tellement le fun parce que, tu sais, à la base, oui, on voulait faire mieux connaître l'anthropologie, à quoi les anthropologues s'intéressent, qu'est-ce que les anthropologues font. Mais comme, on dirait que j'avais pas réalisé que ça pouvait avoir un impact pour vrai sur des gens. Là. Fait que c'est tout le temps plaisant. Fait que n'hésitez pas à nous écrire pour vous partager. Si vous voyez nos affiches, si vous partagez, si vous référez à notre balado, puis tout ça. Oui, parce que pour vrai, nous, on le fait très largement bénévolement. Là, fait que c'est vraiment, on le fait pour les quelques personnes qui nous écoutent, mais de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est vraiment, vraiment très cool. Donc, merci à
tout le monde qui fait rayonner le balado dans leur milieu. C'est vraiment très apprécié. Mais là, on revient à la pratique sportive et à l'intervention, pratique sportive. Toi, mettons, là, en tant que professionnel de recherche, à quoi ça ressemble une journée? Là, tu as mentionné déjà les entrevues et tout ça, là, mais concrètement, à quoi ça ressemble une journée dans le lab? Concrètement, les tâches qui vont s'articuler. Bon, nous, on a la chance de faire du télétravail et des journées en présentiel. Je vais prendre un exemple en présentiel. C'est plus fun. On est tous ensemble, puis on prend notre café le matin ensemble avec notre boss qui nous prépare ça. Elle est merveilleuse. Wow. Oui, vraiment. Donc, à toutes les semaines, on a des rencontres d'équipe pour faire les suivis d'avancement de nos projets respectifs parce que chaque professionnel de recherche a à sa charge certains projets. Mais on est vraiment un milieu où il y a énormément de collaboration. Donc, même si moi, j'ai à ma charge un projet, j'avance, j'envoie à mon collègue qui va relire, me donner ses commentaires, etc. C'est vraiment pas du travail en silo qu'on fait. Là. On fait beaucoup circuler les savoirs, puis on a chacune nos compétences propres aussi. Donc, oui, réunion d'équipe, on va faire des entretiens de recherche, analyse de verbatim, ce genre de choses classiques. On fait de l'analyse de nos questionnaires, tout ça. Mais on a des journées qui sont plus spéciales où on va aller justement participer à des balados, aller donner des conférences dans des cégeps, dans des différents congrès où on parle de pratiques sportives ou de plein air. Moi, récemment, j'ai donné un webinaire midi sur les femmes en plein air, donc avec les fantastiques Chèvres de montagne, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est un groupe de plein air pour femmes. Et Filles actives, qui est un organisme qui anime des activités sportives pour les jeunes filles dans les écoles secondaires. Donc, c'est des super de beaux groupes. Et puis, nous trois ensemble, on a donné un webinaire. Donc, c'est la préparation de ces présentations-là aussi. On fait beaucoup de transmission de connaissances, de vulgarisation, devrais-je dire. Mais voilà. C'est super intéressant parce que, justement, je posais la question parce que, de mon point de vue, j'ai souvent l'impression que la recherche, mettons, c'est peut-être teinté par mon expérience à la maîtrise, mais que c'est très solitaire comme travail. Mais de ce que tu mentionnes en travaillant dans un laboratoire de recherche comme le ProFam, il y a quand même, tu sais, c'est plus dynamique qu'il n'y paraît. Puis votre travail, c'est pas juste de rédiger des articles. Il y a aussi de la vulgarisation, participation à des colloques ou des webinaires, en fait. Absolument. Et d'autres médias. Hyper dynamique, honnêtement. Oui, on a des belles journées qui sont à la maison de rédaction, un peu plus tranquille, mais c'est le fun, on en veut de ça. On est tout du monde qui aime rédiger, mais on a un ballon où on rencontre des gens, on partage les connaissances. Hier soir, on était justement au lancement du film, au pré-lancement du film Les Furies. Sur le roller derby. God, j'ai tellement hâte de voir ce film-là. Là, je fais juste vous dire que Vicky est en train de tenir la table à deux mains. Là. Ça veut dire qu'elle est en veut pas à peu près. Là. Oui, je tiens souvent la table à deux mains, apparemment. Comme si elle allait s'envoler. C'est pour me tenir sur terre. Mais oui, j'ai tellement hâte de voir ce film-là. Franchement, je ne peux que le recommander à voir et à revoir. Moi, j'étais là avec ma fille qui a 11 ans, avec mon équipe du Lab ProFam et, je veux dire, la salle au Clap Sainte-Foy était pleine à craquer. Il y avait une grosse partie de la brochette d'actrices qui était présente pour prendre des photos, signer, tout ça. Mais c'est un film incroyable pour parler des inégalités de genre en sport, pour parler de la force des femmes en sport. C'est un film aussi, j'ai trouvé ça impressionnant. On parle de théorie intersectionnelle, mais là, c'était mis en action réellement dans un film. C'était de l'inclusion de bord en bord. J'ai adoré. Non, c'est ça, parce que pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas vu passer les annonces, là, c'est une comédie sportive, disons, mais au féminin, ce qui est, à ma connaissance, une première là, dans le cinéma québécois, du moins. Et ça... Il y a un extrait dans la publicité où, justement, une des actrices, elle dit, on dirait que c'est juste les filles qui ont été barrées de l'aréna. Fait que c'est vraiment, là... puis ça a l'air... me semble, je regardais la pub, là, puis j'étais comme, ça me donne envie d'être
sportive, je sais. Il y avait une espèce de sororité dans la Oui. salle, puis de Ça doit. belle férocité bienveillante. Oui, je sais pas exact. comment le dire, mais c'était vraiment impressionnant. Ça a Ouais. été ovation debout. Là, C'est tout le monde clair. applaudissait bien Ah, fort. ouais. Mais je recommande ce film-là parce que ça permet justement d'aborder les questions d'inégalité en sport, d'aborder vraiment là, les dynamiques spécifiques aux femmes en sport, mais d'une manière qui est vulgarisée, qui est rigolote, Qui est mais quand qui même est légère. touchante Oui, aussi. c'est ça. Oui, c'est ça. Ça s'adresse à tout le monde. Puis franchement, gros coup de cœur. Moi, je pense que ça va devenir un classique un peu du type Les Boys, mais OK. féministe. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis, tu sais, de la publicité, des pubs que j'ai vues, des trailers que j'ai vus, ça dégage une force, une Ouais. volonté, tu sais, de voir des femmes fortes pratiquer un sport, puis même de ce que j'ai cru en comprendre, de se battre pour leur sport aussi. Absolument. Fait que, Ouais. wow, ça a l'air d'être excellent. Et moi, c'est certain que je vais aller le voir. C'est Ah oui, sûr, moi sûr, aussi, sûr, là, sûr, sûr. je l'ai pas vu passer parce que je suis pas tant en ligne ces temps-ci, là, mais tu m'as donné le goût juste d'aller voir la bande-annonce, premièrement. Oui, Puis c'est sûr ça. que je vais vouloir aller voir le film. Exact. D'ailleurs, Franchement, le sport, là, c'est comme une lunette pour observer les rapports sociaux C'est à une ça, plus hein. large échelle. Puis ce film-là le fait d'une manière incroyable. Ouais. Super. oui, et vous connaissez mon amour pour la culture populaire. Alors, les recommandations de cinéma, de livres, on aime ça. De pièces de théâtre, d'expositions d'art, là, d'ailleurs, à la maison, si vous en avez, vous pouvez nous les envoyer. Ça nous fait full plaisir. Yes. Et ça m'amène d'ailleurs... On va pas trop changer de sujet parce que c'est le moment du Culture Pop. Alors, Anne-Marie, tu vas nous parler d'un livre qui s'appelle Hors-jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. C'est un livre qui est de Florence Agathe Dubé-Moreau, qui a été publié aux éditions Remue-Ménage. Oui, absolument. Ce livre-là, en fait, c'est un essai que j'ai lu à mes tout débuts quand je suis arrivée au Lab Profam. Je vous l'ai dit, le sport, c'était pas tant mon univers. Puis je me suis dit qu'il fallait que je m'immerge un peu puis que j'apprenne un peu plus les rouages de cette grosse machine-là, entre autres du sport-spectacle. Donc, les gros spectacles de football, de hockey et compagnie, moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai grandi. Dans certaines familles, c'est vraiment la culture du hockey, la culture du football. Pas chez moi, pas du tout. On écoutait genre de la musique classique, là. C'était pas ça du tout. C'est pour ça que son père savait ce que ça faisait des anthropologues. C'est ça. Voilà. Et puis donc, j'ai trouvé ce livre-là hors jeu, en fait, en allant au Musée des Beaux-Arts. Ça n'a pas tant rapport, mais il était là dans la petite librairie et c'était publié aux éditions Remue-Ménage. Et je fais très confiance aux éditions Remue-Ménage, qui sont des éditions féministes et très, d'actualité. On aborde toutes sortes de thématiques de façon sympathique. C'est ça se lit bien. Donc, j'ai acheté cet essai-là et je trouve que c'est une bonne façon de comprendre un peu mieux la logique du sport professionnel, ses failles, ses forces. Et Florence Agathe, qui est d'ailleurs une alliée du Lab, donc elle nous partage son point de vue de blonde d'un joueur de l'équipe de football de Kansas City, que je le nommerai pas parce que dans le fond, c'est pas tant ça qui est Non, important. parce que C'est elle qui est qu'on parle. importante et ça fait partie des choses qu'elle nous dit dans son livre, qu'elle ne veut pas être juste la blonde d'eux. Ouais. Elle a quelque chose à dire et sa perspective de femme d'un joueur, elle s'en est servie pour rencontrer d'autres femmes et blondes de joueurs, comprendre un peu cette sous-culture-là et, entre autres, faire une plongée dans les stéréotypes de genre qui habitent ce milieu du sport professionnel-là, où dès la naissance, les enfants sont habillés... petit garçon sera un futur joueur de football. Il est costaud, il est fort, il sera un tombeur de ses dames. Et les petites filles sont rapidement associées aux cheerleaders, qui sont, soit dit en passant, des athlètes exceptionnels, mais qu'on ne rémunère pas assez et qui sont soumises à des critères de beauté, je dirais, peu humains. Et donc... Voilà, fait qu'elle a fait cette plongée-là. Et Florence Agathe, ce qui est intéressant, c'est que c'est une spécialiste de l'art, en fait. Tu nommais tantôt que tu aimais l'art. Elle, c'est sa spécialité, mais elle a utilisé son regard artistique
pour observer ce qu'est le sport. Parce qu'au final, on est spectateur, spectatrice de plein de monsieur en collant qui jouent ensemble sur un terrain. C'est tellement ça. Oui. D'une intensité, des pauses musicales. C'est vraiment quelque chose d'intense que moi, c'est scénographié, là, jusqu'à un certain point. Oui. Là, il y a justement, tu as mentionné le sport spectacle. Moi, je viens d'une famille où le sport est très, très important. Là. Puis, tu sais, j'ai pas mal été élevée au son de « We are the champions ». Oui, voilà. Fait que, tu sais, mais c'est très, 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 très scénographié. Là. Il y a des rituels autour de ça. Il y a les entrées des joueurs. Tu sais, il y a une mise en scène, là, indéniablement. Même si c'est pas une volonté consciente et un processus artistique nommé, là, ça existe. Là, absolument. Puis moi, comme novice du sport à ce moment-là, je suis encore en apprentissage constant de cet univers-là, j'ai trouvé que Florence Agathe m'avait permis, dans son livre, d'approcher exactement ce que tu nommes, cette manière de théâtraliser le sport, de ce qui se passe en coulisses aussi, des inégalités. Je nommais les cheerleaders, c'est un bon exemple, mais aussi donc les entraîneurs et autres femmes en position de leadership qui sont finalement quasi absentes. Et donc, elle met vraiment en avant-plan cette absence de femmes qui, c'est pas qu'on leur interdit d'arriver à ces postes-là, c'est juste que le chemin pour s'y rendre est un parcours de la combattante, entre autres à cause des stéréotypes de genre puis du fameux plafond de verre qui font qu'elles n'arrivent pas à cheminer au poste de haut niveau alors qu'elles auraient les compétences. Et voilà, donc, franchement, c'est un livre qui est d'intérêt non seulement pour les gens qui s'intéressent au sport, ça peut être vraiment cool, je pense aux entraîneurs, je pense aux gens qui sont dans l'arbitrage, aux gens qui font de la gestionnaire sportif, peu importe. Prof d'éduc, tiens, ces gens. Mais je pense aussi que pour les gens qui sont intéressés par les rapports de genre, par les gens qui sont intéressés par les stéréotypes, par les inégalités dans la société, parce que là, j'ai même pas parlé, là, mais la question de l'argent là-dedans est incroyable. Là. Je veux dire, ces joueurs-là, ils sont payés des prix faramineux, alors qu'il y a des gens dans le monde qui vivent dans une pauvreté extrême. Tout ça, elle le met en valeur aussi, parce que ça crée des inconforts, là, c'est sûr, quand on se porte... quand on porte une lunette intersectionnelle à tout ça. Fait que voilà, je pense que c'est vraiment une lecture qui peut être intéressante pour des étudiants et étudiantes, pour des gens qui s'intéressent aux théories féministes aussi, pas juste pour les gens passionnés de sport. Moi, j'ai pris ça comme une initiation, une plongée dans ce milieu-là. Donc, voilà. C'est ça, moi, je me souviens de l'avoir entendu, Florence Agathe, au Salon du Livre, présenter justement son livre, là, puis je m'étais dit, wow, tu sais, comment faire en sorte que les gens qui sont justement pas familiers puis pas nécessairement intéressés à ce monde-là, veuillent quand même plonger dedans puis jeter un œil selon une perspective complètement différente de ce qu'on lit d'habitude, là. Puis c'est sûr, bon, tout est dans tout, hein. Fait qu'on disait la théâtralité, l'art, puis tout ça. Oui, moi, j'en mets partout. C'est parfait. Oui, ouais, ben ça, tout est dans tout par rapport à l'art. On pourrait juste dire Vicky. Mais voilà. Mais j'ajouterais aussi, Florence Agathe, elle a participé récemment avec mon merveilleux collègue Lou à un balado aussi et elle racontait comment elle se sentait pas toujours représentée quand elle était petite. Je veux dire, moi, je me sens... J'étais pas une petite fille sportive, j'haïssais les cours d'éduc, j'étais toujours la dernière choisie, j'étais plutôt nerd, j'aimais ça, lire des romans, puis comme aller au musée, là, je veux dire... Je te file. C'était pas mon truc du tout, mais on a besoin d'être représenté, on a besoin d'avoir toutes sortes de pratiques sportives. Mais c'est exactement ça que je pense aussi, parce que moi, mettons, full hyperactive, j'ai jamais trouvé ma place dans le sport quand j'étais jeune, tu sais. J'aimais pas les cours d'éduc non plus, j'aimais pas... Tu sais, moi, mon histoire d'amour avec le sport, là, ça a commencé comme au cégep, tu sais, Puis je pense qu'il y a beaucoup... Je suis pas la seule petite fille ou personne qui a vécu ce décalage-là, enfant, avec comme
le sport, puis ce que j'associais au sport, puis ce qui venait avec, tu sais. Moi, je m'excuse, là, mais me faire défoncer par des petits ballons de cuirettes par des petits gars qui lançaient de toute leur force en visant les faces, ça m'interpellait pas, là. C'est pour ça qu'on aimait jouer à Omnikin, le kinball. C'était tellement tu sais, c'est ça, mais... Ouais. Exactement, mais tu sais, quand on a fait d'autres types de sports, quand j'étais plus vieille, tu sais, au cégep, par exemple, on avait des cours d'éduc. Pendant une session, c'était du spinning, l'autre session, c'était du crossfit. J'ai adoré, tu sais, parce que c'était une autre approche du sport, tu sais, puis je pense que c'est une réflexion là, qu'on a à avoir en tant que société de peut-être que comme l'approche qu'on fait, les cours d'éducation, en tout cas, à mon époque, là j'ai plus... c'est ça, de trentaine, ça fait peut-être longtemps, j'ai plus 20 ans. Mais, tu sais, à mon époque, c'était très, très orienté pour ce qu'on se fait comme image du petit gars sportif, tu sais. Puis moi, je me reconnaissais pas du tout là-dedans, là, tu sais. On est plein de filles à pas se reconnaître là-dedans. Puis aussi des petits gars qui se reconnaissent vivent pas non plus cette, ce désir de sport d'équipe traditionnel masculin où on se fonce dedans et tout, puis qui ont le goût de vivre un autre genre de pratique sportive. Donc, pour tous ces jeunes-là, c'est important qu'on ait de la diversité dans le sport, exactement. C'est tellement le fun que c'est ça, c'est en train de changer, ça se parle. Il y a le lab, justement, qui s'intéresse à ça. Il y a de plus en plus, bon, là, les films, les livres. Tu sais, moi, je me souviens, mettons, je me suis réconciliée avec le sport en secondaire 5, je pense, parce qu'il y avait des profs, des enseignantes qui avaient, à tous les soirs après l'école, il y avait des activités sportives. Fait que, un soir, c'était une prof qui donnait un cours de spinning. Un autre soir, c'était une prof qui donnait un cours de Zumba. Un autre soir, c'était... Tu sais, fait que ça nous avait retiré un peu du contexte éducation physique dans les cours, où, en tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours eu des profs masculins aussi. C'est sûr que ça jouait. Fait que c'est là que je me suis vraiment réconciliée. Puis j'ai fait, hey, OK, ben j'ai le droit de, comme, aimer le sport, puis de faire du sport. Puis même si je suis pas la meilleure, ben c'est pas grave. Genre, j'ai le droit d'avoir du fun en le faisant. Puis c'est comme à partir de là que j'ai comme eu un déclic. Après ça, toutes mes pratiques sportives, moi, c'est beaucoup c'est tout empreint de fun. Puis moi, c'est pas pour rien que je vais pas au gym seule. J'allais au gym avec Vicky. Je vais toujours au gym avec des amis parce que moi, le gym, là, c'est une session de genre placotage. C'est comme ces moments-là qu'on se keep up to date en suant notre vie. Mais comme, fait que c'est le fun, tu sais. Pour plein de filles, ça passe par le plein air aussi. Oui, ça peut être hors du gymnase, dans un contexte de nature, d'aventure, de prise de risque aussi. Puis des fois, c'est ça peut être entre filles aussi, là, où on prend des initiatives, on s'organise. Puis ça, on se reconnaît un peu là-dedans, les anthropologues. Là, on est un peu dans la prise de risque, on est un peu aussi dans l'organisation de plans parfois sinueux. Tu sais, en parlant de stéréotypes là, de genre, je vais vous partager une anecdote personnelle. Moi, je fais de la danse irlandaise depuis quelques années, puis on a la chance à l'école où je vais d'avoir une prof que je salue, là, Florence, qui est une prof incroyable, puis qui se passionne sur le perfectionnement, conditionnement physique et tout ça. Et donc, elle a monté un cours qu'on a appelé, en fait, parce que c'est un peu un mélange de plein d'influences, mais on l'a appelé FitJig parce que, ben, on a dans ce cours-là une portion cardio, une portion pliométrie. On fait beaucoup, beaucoup de pliométrie, qui est comme un entraînement basé sur l'impact, puis il y a beaucoup de sauts, etc. Puis à la fin, il y a tout le temps une portion un peu plus technique, danse irlandaise. On fait des drills pour se perfectionner. J'adore ce cours-là. Triple, c'est comme vraiment un cours que j'aime beaucoup, que je trouve motivant. On est une gang de filles, on fait de la pliométrie, on fait de la technique, on fait plein d'affaires. Tout ça sur de la musique, c'est trippant. Mais quand je dis, mettons, aux amis à mon conjoint, là, qui sont tous de très grands sportifs, que je fais du FitJig, là c'est tout le temps comme « ha, 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 le FitJig, vous faites quoi? Vous faites des étirements? » Tu sais?
Imagine quand je dis que je fais de la Zumba. Il y a tellement de préjugés sur les pratiques sportives qu'on associe aux filles, mais au final, ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de sport de filles et de sport de gars. Il faudrait ouvrir les frontières un peu. Finalement, quand je me mets à dire non, tu sais, on fait du cardio, on fait de la pliométrie, là, on me croit pas. Faut te prouver. On me croit pas que je fais de la pliométrie, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné comme, ben non, c'est ça, que tu fais pas de la pliométrie. Moi, je faisais de la pliométrie avec mon groupe de, tu sais, peu importe. Puis je suis comme, non, on fait de la pliométrie, tu sais. Puis j'adore ça, là, tu sais. Puis en tout cas, puis même chose quand j'ai commencé mes cours de boxe, là. Ça m'aidait d'avoir fait de la pliométrie, là, tu sais. Sans aucun doute. En tout cas, il y a comme tout le temps un décalage entre ce qu'on perçoit comme étant accessible aux personnes, tu sais, aux femmes ou aux personnes, femmes plus, là, disons, là, tu sais. En tout cas, fait que petite anecdote, mais oui, les femmes, on est capable de faire de la pliométrie, puis on est capable de faire du sport de haut niveau. Puis on est capable d'avoir du fun, tu sais, puis d'aimer faire ça. Plaisir de bouger. Oui, c'est ça. Oui, vraiment, vraiment. Moi, c'est ça que j'essaie tout le temps de garder. Puis, écoute, j'ai pas de plaisir, je change. J'essaie autre chose. C'est ce que je disais à ma fille aussi. Imagine, là, ton corps, là, il est incroyable. Regarde tout ce qu'il peut te faire. Là. Il peut te permettre de courir, de sauter, de grimper, de manger des choses super bonnes. C'est quand même magique, là. On a cette chance-là. Vraiment. C'est tellement un environnement sain de se faire dire des affaires de même quand on est jeune. Vivement que ça s'en vienne généraliser. Ben oui, fait que je rappelle là, pour ceux et celles qui voudraient consulter le livre dont tu nous as parlé, le titre c'est « Hors-jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel », écrit par Florence Agathe Dubé-Moreau et publié aux éditions Remue-Ménage. Merci tellement d'avoir été avec nous, là, c'était incroyable comme moment. Oui, vraiment. Merci à vous, vraiment. C'était plaisant. Oui, t'avais l'air très à l'aise. Tu disais être stressée, là, mais ça paraît que tu fais de la vulgarisation. Au début, j'étais stressée, mais finalement, je me suis détendue grâce à vous. Un talent naturel. Voilà. Donc, pour ceux et celles à la maison qui veulent nous laisser des commentaires, vous pouvez le faire via nos plateformes d'écoute sur Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts et autres. Vous pouvez aussi carrément nous laisser un message sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir et on les lit toutes. Et je réponds le plus que je peux dans des délais raisonnables. N'oubliez pas de vous abonner. Puis venez nous voir si vous nous reconnaissez à quelque part. C'est tellement le fun de vous jaser. Oui, mais faites pas le saut, ça se peut que je crie en tenant à table que je suis une vedette. C'est ça qui est ça. C'est fantastique. Fait qu'on vous laisse là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour notre prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, ne boudez pas votre plaisir. Ciao, ciao! Bye bye!